Bonsoir, bienvenue dans Accès Direct. On est ensemble pendant 30 minutes pour faire le tour de l'actu de nos deux départements. On est derrière votre écran de télévision, mais aussi derrière vos écrans d'ordinateur et de smartphone sur Facebook. Alors n'hésitez pas à commenter durant toute cette émission, à dire ce que vous en pensez et à poser aussi, pourquoi pas, vos questions à nos invités. Nous relayerons vos questions. Et au programme aujourd'hui, c'est encore chargé. Sébastien viendra sur ce plateau avec moi pour faire le point sur les résultats de ces Jeux Olympiques. Une journée pas très bonne, on va le dire, pour les Français. Et puis Pierre Pili, médecin de secours en montagne, viendra nous parler de son livre Chamonix-Langtang. Et enfin, Jérôme Buffet, président du syndicat interprofessionnel du Reblochon, sera là pour évoquer les 60 ans de l'AOP du Reblochon. Bonsoir Fanette. Bonsoir. On commence avec toi et les titres du JT et puis on parle de l'ancien hôpital de Chambéry. Voilà, c'est ça qui est en train, la déconstruction a commencé lundi. Ils avaient déjà vidé l'intérieur, fait les opérations de désherbage, etc. Et donc là, ce sont des pelles de plus de 40 mètres de haut qui ont commencé le grignotage des bâtiments principaux. Donc on ira faire une petite visite du chantier. C'est toujours impressionnant. C'est toujours l'ancien hôpital d'Annecy, c'est ça, tout à fait. Impressionnant. Et puis Gérard Collomb en a parlé, ça y est, la police de proximité arrive. Voilà, donc ils sont en train de mettre ça en place un petit peu partout en France, en Savoie et en Haute-Savoie. Donc c'est Emmanuel Jaude qui a suivi la brigade de Douvaine qui doit mettre, qui est en train de mettre en place. En fait, l'idée principale, c'est de renouer le lien avec les habitants. On verra ce que ça donne. Si ça marche, on va Ils ont commencé par le bar, comme ça c'est là où les gens sont détendus. C'est une idée. C'est le meilleur moyen de prendre contact. C'est ça. Allez, on passe à la revue de presse et un message Facebook de la mère de la petite Maëlys. Voilà, donc on en a parlé hier dans le JT. Norda Lelandais a avoué hier. Les premiers restes de la jeune fille ont été retrouvés également hier. Les restes aujourd'hui. Et ce cri du cœur de sa maman après les aveux donc, et la découverte d'ossements aujourd'hui sur Facebook. Il aura fallu 5 mois et demi pour que ce monstre parle enfin. Maëlys va te hanter nuit et jour dans ta prison, écrit-elle sur son mur Facebook. Et de poursuivre, ce monstre ne fera plus de mal à personne maintenant, que justice soit faite. Ton combat, on le mènera jusqu'au bout, ma princesse. Et puis Norda Lelandais, dont on reparle forcément puisqu'il est aussi mis en examen dans l'affaire du caporal Arthur Noyer. Voilà, ce sont nos confrères de France Bleu qui relaient les propos de l'avocat des parents d'Arthur Noyer. C'est une lueur d'espoir, c'est le terme utilisé par l'avocat. Après la découverte des restes du corps de Maëlys ce mercredi, il espère que ce dernier ira au bout de ses aveux. Pour rappel, il est effectivement mis en examen, Norda Lelandais, dans cette affaire pour meurtre précédé d'un crime. Les analyses ADN sur le crâne découvert en septembre dernier à Montmélian en Savoie ont confirmé qu'il s'agissait bien du jeune militaire. Et donc je cite l'avocat, on a trouvé l'assassin de la petite Maëlys. C'est tant mieux pour les parents de cette petite, mais on ne sait pas s'il va avoir la même logique d'aveu pour Arthur. On est face à quelqu'un qui ne veut pas dire la vérité. Ça ajoute à la souffrance des parents. Fin de citation. Puisqu'effectivement, ce qui a un peu déclenché les aveux sur l'affaire Maëlys, le fait qu'ils ont retrouvé du sang dans sa voiture. Et là, pour le moment, il n'y a pas de preuve. En tout cas, pas à notre connaissance. Mis à part la téléphonie, effectivement, il n'y a pas de preuve. En tout cas, ça n'a pas filtré. Donc une lueur d'espoir. Et puis l'enquête s'annonce très longue. Effectivement. Et puis en plus, il y a d'autres dossiers qui ont été aussi ouverts, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler malheureusement. Pourtant, on parle économie et la montagne française qui se développe en Asie. Bah oui, puisque c'est un petit peu l'actu en ce moment. Les Jeux Olympiques ont démarré là-bas en Corée du Sud, mais les entreprises françaises finalement visent 2022 avec les Jeux Olympiques à Pékin. Alors il faut savoir que la Corée est 11e puissance économique mondiale, pays très montagneux, 18 stations de ski, 16 sont équipées aux standards internationaux et 3 millions de skieurs nationaux. Alors le gouvernement comptait profiter de ces Jeux Olympiques pour dynamiser le ski et la population et accélérer la fréquentation des stations. Mais avec des stations équipées, une tradition déjà de ski déjà un peu implantée, les JO de Corée du Sud n'ont pas offert de débouchés significatifs aux entreprises françaises et à la filière montagne. Alors du coup, qu'à cela ne tienne, nos locaux ont décidé de se mobiliser donc pour 2022 et se positionner au mieux sur un marché très concurrentiel. Alors Poma notamment et la Compagnie des Alpes avancent leur pion du côté de Pékin. En février 2017, la société chinoise, alors j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, Beijing Region Investment, propriétaire d'une station, et Poma ont signé un contrat de partenariat faisant du groupe savoyard le fournisseur exclusif de Taiwu Ski Resort pour l'ensemble des futures remontées mécaniques du domaine skiable. Coût total 200 millions d'euros sur 5 ans tout de même. Et de son côté, la Compagnie des Alpes a signé un accord de collaboration avec Taiwu qui prévoit qu'elle assiste la station pour l'exploitation de son domaine skiable, réception et prise en main d'infrastructures
infrastructures de pointe, formation des équipes chinoises, sécurité sur les pistes, etc. Le numéro 1 mondial des remontées mécaniques et donc de la gestion des domaines skiables a également conclu un contrat d'assistance à la construction d'un ski-dôme à Shanghai. Bref, vivement 2022 et cocorico pour les Français puisque le savoir-faire s'exporte même en Chine. Et puis, tous les soutiens ne sont pas toujours les bienvenus. Oui, on espère que nos confrères suisses ne la prendront pas à leurs dépens puisque vous savez, tu le sais, donc, la Suisse voudrait organiser les Jeux d'hiver de 2026 à Sion. Et c'est aussi le vœu de Christian Constantin, le président du club de foot de Sion et célèbre homme d'affaires et ancien membre du comité olympique. Alors pour marquer son soutien, il a collaboré avec une légende de ski suisse, Pirmin Zurbriggen. Ils sont montés au sommet du Cervin. Ils ont atterri en hélicoptère pour allumer la flamme d'un baril de pétrole tout rouillé. Alors, belle image ou coup de com' raté, c'est la question que pose nos confrères du Huffington Post. Il semble que la voix officielle ait tendance un petit peu à se désolidariser de l'initiative hasardeuse, pas très en phase en fait tout simplement avec les valeurs écologiques et durables qu'elle prône pour sa candidature. Donc quand on soutient, on essaye de faire un peu attention. Merci Fanette, à tout à l'heure. Et puis on va rester dans les JO avec Seb, c'est notre rubrique Jeux Olympiques. Et puis nous ont rejoint sur Facebook Pascal Delanchy qui dit bonsoir les Savoyards, l'Alsace vous suit, donc même les montagnes alsaciennes nous suivent. Il y a Christophe Suarez qui dit bonsoir 8 Mont-Blanc, Rodolphe, Gilbert Collet et Alain Amias nous regardent avec nous, merci de nous suivre. Alors Seb, on va donc parler de ces Jeux Olympiques, on va dire que ça a été une journée contrastée pour les Français. Ouais, pour les Bleus, pour la délégation tricolore aujourd'hui à Pyeongchang, on va pas se mentir, on attendait mieux. On attendait au moins 3 médailles, on n'en avait qu'une seule. Il y a du bon, du moins bon. On va commencer bien évidemment avec le héros du jour, Pierre Voltier, le haut alpin qui a réussi la passe de 2 en snowboard cross avec un 2e titre consécutif. Donc, c'est seulement le 3e athlète français de l'histoire à remporter 2 médailles d'or sur 2 Olympiades consécutives pour les Jeux Olympiques d'hiver. Il rejoint Pierre Brunet, le patineur, et Martin Fourcade dans ce club très fermé. Pierre Voltier qui revient de loin, puisqu'en demi-finale, il aurait pu tout perdre après une chute. Mais il a quand même réussi à terminer 3e de sa demi-finale, donc à se qualifier pour la finale. En finale, il a maîtrisé, il a dominé de bout en bout. Donc voilà, superbe sacre pour Pierre Voltier. Le ciel était avec lui. Voilà, c'est la chance du champion. Ah, pour le coup, il a vraiment beaucoup de chance, mais bon, la chance, ça se mérite. Donc voilà, superbe performance pour Pierre Voltier, donc, qui consolide son titre olympique. C'est un très très grand champion, il confirme. Et à ce propos, on a d'ailleurs reçu quelques images de son fan club du côté de Serre Chevalier, qui s'est levé ce matin pour assister à son triomphe. On peut voir quelques images, c'était la fête du côté de Serre Chevalier. On voit que il y avait du monde malgré l'heure. Malgré l'heure, on voit l'épouse de Pierre Voltier. Et en tout cas, ils ont fait la fête pour exploser avec cette victoire finale de Pierre Voltier, qui est donc une superbe performance pour le haut alpin. Je disais en début d'intervention, on a du bon et aussi du moins bon, avec la très très grosse déception, même la colère de Martin Fourcade, engagé sur la course individuelle de 20 km en biathlon, une course remportée par son meilleur ennemi, le Norvégien Johannes Bø. Tout s'était parfaitement déroulé pour Martin Fourcade jusqu'au dernier tir. Il en était à 18 sur 18 et puis patatras, 2 erreurs, 2 fautes, synonyme de 2 minutes de pénalité qui ont complètement plombé les rêves de deuxième médaille d'or sur ces Jeux pour le porte-drapeau de la délégation tricolore. Martin Fourcade qui se classe au final 5e, donc même pas de médaille. Antonin Guigona de Morzine termine 23e, Simon Détieux est 27e. Reste la Mastart et les relais pour Martin Fourcade. Je pense que ça va bien le motiver là, pour aller chercher de nouvelles médailles d'ici la fin de ces Jeux. Très en colère pendant son interview, il était très en colère contre lui-même. Contre lui-même, c'est pas mal. Les filles, elles, n'ont pas brillé sur cette épreuve individuelle qui a vu la victoire surprise de la jeune Suédoise Anna Öberg. La première française, c'est l'Iséroise Anaïs Chevalier qui se classe seulement 28e. Anaïs Bescon n'a pas pu confirmer après sa superbe 3e place. Elle termine 31e. Célia Aymonier est 48e. Justine Brézadé saisit 55e. C'est donc une course et même une journée à oublier pour les biathlètes français. Et puis l'autre grosse déception, tu es venu du géant dame où on attendait Tessa Worley. Peut-être que tu étais debout cette nuit pour voir cette course. Non, et puis j'ai bien fait du coup parce voilà, que malheureusement tout s'est mal déroulé pour Tessa Worley, rattrapée par la pression. Elle l'a dit en conférence, en tout cas en réaction après sa première manche catastrophique. C'est complètement raté. Voilà, ça arrive. Malheureusement, ça arrivait le mauvais jour pour la skieuse du Grand Bornand, qui s'est bien rattrapée dans la seconde manche. Malheureusement, c'était trop tard. Il y avait trop de retard. Au final, elle se classe 7e d'une course remportée par la star du ski alpin américaine, l'américaine Michaela Schifrin. Les autres Françaises, Tania Barrios et Adeline Beau, se classent 19e et 20e. Toujours en ski alpin, la descente masculine a enfin lieu après le report initial. Elle a consacré 2 Norvégiens, Axel Lund-Svindal qui s'offre l'or devant son compatriote Kjetil Jansrud et un Suisse Beat Feuys. Brice Roger, premier français, et 8e.
En patinage artistique, pas de miracle hein, pour le couple français Vanessa James, Morgan Cypré. Ils ont réussi le 5e programme libre avec malheureusement deux fautes grossières qui les ont bien pénalisés. Les patineurs français terminent au final 5e. Et ironie du sort, c'est le couple allemand Aliona Savchenko-Bruno Massot qui décroche l'or olympique. Bruno Massot, vous me direz, ça fait pas très allemand. Qui est très français. Il est très français d'ailleurs. Il est français. Normand même. Il est français, il est du côté de Caen. Oui, c'est ça. Et il a décidé il y a quelques années de patiner pour l'Allemagne. C'est trop compliqué en France. Il a bien fait. Malheureusement pour les Français, on peut avoir des regrets puisqu'il a décroché l'or. Tant mieux pour lui. Le programme pour cette nuit à venir, une nouvelle nuit avec beaucoup de choses à voir, notamment du ski alpin avec le slalom féminin. 2 représentantes françaises, pas de Tessa Worley, mais Adeline Beaumunier et Nastasia Noens vont prendre le départ. Rendez-vous à 2h pour la première manche, 5h15 pour la deuxième manche. Le Super G messieurs programmé cette nuit à 3h, lui aussi une épreuve, là aussi une épreuve reportée, qui a été décalée, elle devait avoir lieu jeudi, avec pas mal de Français, Adrien Théo, Maxence Musaton, Brice Roger et Blaise Giesendammer, qui prendront le départ de cette course à 3h du matin, donc là aussi pour les lève-tôt ou les couches-tard. 4 Françaises seront engagées en snowboard cross pour pouvoir peut-être succéder à Pierre Voltier. Chloé Trespeuch, médaille de bronze à Sochi, Nelly Moen-Locos du Grand Bornand, Charlotte Banks et Julia Pereira da Souza. Ça commence à 2h avec les qualifications. Ensuite, on a 8e, quart, demi-finale. On espère qu'on aura des Françaises. Shafik Besseguier, que nous avions reçu, que nous avions eu en tout cas en interview par Skype dans cette émission Accès Direct, sera sur la glace pour représenter son programme court à partir de 2h du matin. C'est le seul représentant tricolore en individuel homme, en patinage artistique. Et enfin, le ski de fond avec le 15 km libre. On va surveiller de près la performance de Maurice Magnifica qui avait terminé 5e du skiathlon. Il a un gros coup à jouer. Bon, on espère des médailles demain, une journée moins morose. Voilà. Le tableau des médailles, justement, on va le regarder, qui a bougé un petit peu. Avec une nouvelle médaille d'or, donc 3 médailles d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Ça fait un total de 6. Un petit peu en retard. On était bien parti là, les derniers jours, un petit peu compliqué. On est dans la le creux. France est 7e. Il va falloir mettre un petit coup de fouet. Bon, on espère tout ça. Merci beaucoup, Merci à toi, Seb. Pauline. À demain. À demain. Et puis mon prochain invité va me rejoindre, Pierre Pili, médecin de secours en montagne et auteur du livre Chamonix Langtang. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors ce livre, il est complètement personnel. Il raconte votre histoire, vos expériences, 12 expériences à peu près de médecin de montagne. Médecin de secours en montagne, déjà, c'est quoi ? Médecin de secours en montagne, c'est transposer ce qu'on fait en préhospitalier habituellement, en SMUR ou au déchocage aux urgences, à un milieu isolé en montagne où on travaille sans infirmier ou infirmière, avec des secouristes, avec des pilotes et des mécaniciens, dans un environnement qui n'est pas habituel pour la médecine. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit cette branche-là ? C'est vraiment la réunion de passions, la montagne d'abord et la pratique de l'alpinisme sous toutes ses formes, et puis la passion de la médecine. Donc un jour, ça devient cette activité. Alors vous racontez plusieurs histoires donc dans ce livre, je le disais, et vous vous posez beaucoup de questions. Oui. C'est notamment, alors il y a une première qui me vient, c'est vous vous dites à un moment que vous êtes peut-être trop jeune, puisque vous avez quel âge, si je me permets ? 34 ans. Voilà, au moment où vous écrivez le livre, c'était il y a 3 ans, c'est ça, quand les premières histoires commencent ? Le livre a vraiment commencé dans les débuts, dans les premiers mois de mon activité au secours. C'était il y a 5 ans. Et puis j'ai terminé de l'écrire il y a 2 ans. Donc c'est vraiment les prémices et c'est une période qui m'intéressait. Ça me plaisait de se pencher sur la question de la légitimité, sur les doutes, sur les failles, sur les faiblesses. C'est quoi faire une erreur en médecine et c'est quoi la partager avec ses collègues. Parce que là, ça reste, c'est des sauvetages qui sont très difficiles, enfin forcément des conditions de travail qui sont compliquées et on a plus de chances d'avoir des grosses pathologies. Alors, ce n'est pas forcément des secours qui sont toujours complexes médicalement parlant. Il y a l'exemple d'une réduction de luxation d'épaule, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est des secours qui posent question et qui me font réfléchir à l'activité. Là, par exemple, sur la première histoire que vous racontez, malheureusement, donc, il y a un décès. C'est là où c'est compliqué aussi, parce que vous parlez du rapport avec les gens et de devoir dire à ces personnes sur place qui aussi sont blessées, qui attendaient peut-être beaucoup de vous, je suis désolée. Oui, c'est une chose que j'avais envie d'explorer, ça, le rapport à la mort à travers les yeux de ceux qui restent. On le dit, il y a une certaine habitude à côtoyer la mort, malheureusement. Il y a une chose à laquelle on ne s'habitue pas, c'est à la souffrance des vivants et à ceux qui restent. Et ça, je voulais retranscrire ce qu'eux pouvaient ressentir. Alors, vous l'expliquez aussi dans un autre passage, le médecin ne participe pas toujours aux recherches
Pour quelle raison? Vous le dites dans votre livre. C'est dit au début d'un chapitre. En fait, moins il y a de monde dans la machine, moins on expose de personnes à un danger potentiel qui est l'accident d'hélicoptère. Ça, vous y pensez régulièrement quand vous partez vous allez sauver des vies, mais vous mettez aussi la vôtre en jeu. Oui, après, moi j'ai 2 enfants, j'ai une femme. Si j'avais peur le matin en allant travailler, je ne ferais pas ce travail. On est formé. La peur, elle revient régulièrement sur des secours, mais on n'y pense pas tout le temps, non. C'est ce qui fait que vous faites attention aussi sur place. Cette peur, elle est nécessaire La peur, elle est forcément nécessaire. C'est elle qui vous maintient aussi en vie. On est formé aux pratiques de montagne, aux manipulations de cordes, à l'évolution sur glacier. Donc c'est une activité qui est réfléchie. Alors vous parlez aussi, vous travaillez l'hypnose, notamment sur justement une luxation d'épaule que je crois, si je ne me trompe pas, que vous refaites. Pourquoi cette technique? Alors, l'hypnose, on la connaît depuis pas mal d'années en médecine, surtout en anesthésie, dans ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Pour faire simple, on va vous demander d'imaginer un scénario et puis de développer les 5 sens dans ce scénario. Ça vous permet vraiment de partir. Sur le terrain, c'est un peu plus compliqué. Donc, on travaille à une forme d'hypnose qui s'appelle de l'hypnose rapide, qui est basée sur la confusion. On va tutoyer la personne, on va lui faire travailler sur des techniques de sophrologie. Et puis, on va comme ça saturer les 5 sens et on arrive très bien à avoir un relâchement musculaire de l'épaule, par exemple, pour réduire une épaule luxée. Qui facilite votre travail et qui fait moins mal. Alors, qui facilite le travail de tout le monde, parce que le patient ne reçoit pas de drogue, donc il est capable de se lever, de marcher et de rejoindre la machine. Ça raccourcit le temps du secours, les secouristes sont contents, le pilote est content, tout le monde y trouve son compte. Alors ce livre, il s'appelle Chamonix-Langtang, puisque forcément vous êtes allé du coup en Himalaya pour former. C'était important ce voyage? C'est un partenariat que les hôpitaux du Mont-Blanc ont avec les futurs guides et secouristes népalais depuis de nombreuses années. Puis moi, jeune médecin dans l'équipe, on m'a simplement demandé si j'étais intéressé par l'activité. J'ai répondu bien volontiers. On les forme aux techniques de secourisme, aux techniques médicales, dans un milieu qui est bien plus impressionnant que ce qu'on peut vivre ici. Eux n'ont pas la possibilité et la facilité du secours héliporté. Il faut imaginer des longues caravanes terrestres. L'actualité l'a rappelé récemment. Qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est d'abord une immersion, puisqu'on est tout seul à partir de l'équipe. Une immersion en anglais à 4000 mètres d'altitude dans des refuges. C'est d'abord des belles rencontres avec des gens qui sont passionnés, qui ont une philosophie de la montagne qui est un petit peu différente de la nôtre. La fatalité est beaucoup plus acceptée. Chez nous, on a tendance toujours à rechercher une cause aux accidents ou un coupable. Eux acceptent beaucoup plus les choses telles qu'elles sont. C'est d'abord un regard plus doux sur la montagne, peut-être. Et vous le dites aussi à la fin de votre livre, ce Langtang qui n'existe plus. Il y a eu un... En partie qui a été dévasté par un tremblement de terre. Et une partie des villages qu'on a traversés sont maintenant sous des mètres de glace et de roches. Ouais. Ça a dû être difficile, ce moment où vous apprenez, vous en parlez dans le livre, où finalement plusieurs médecins sont allés sur place et vous n'en parlez pas entre vous. J'ai toujours pas la réponse à ce fait aujourd'hui. Chacun y est allé à des périodes différentes et c'est des expériences très, très intimistes. Il y a eu ce drame, il y a plusieurs personnes de la vallée qui sont décédées dans ce tremblement de terre. Voilà, on n'a pas échangé plus que ça dessus. Oui. Alors vous parlez des expériences réussies, mais vous parlez aussi des expériences ratées, c'est important? Ça me semblait important d'avoir vraiment une juste vision de l'activité. On a des grands succès et on en est très fiers et très contents. Et puis le lendemain, on ne sait pas faire ou les conditions météo font qu'on ne peut pas faire notre travail de médecin jusqu'au bout. Mais médecin du secours en montagne, c'est apprendre aussi à ne pas faire certains gestes, à savoir réfléchir en fonction d'une logistique d'équipe. Les secouristes ont des contraintes, le pilote et le mécanicien ont d'autres contraintes. Et donc parfois, on fait le strict minimum sur le terrain. Il faut être forcément passionné pour faire ce métier. Oui, bien sûr. Parce que c'est une passion de l'alpinisme avant tout qui vous a fait devenir médecin, ou c'était d'abord médecin et après ça a été l'alpinisme, ou ça a été vraiment tout le temps les deux? On ne peut pas faire médecin du secours en montagne sans être pratiquant de tous les sports qu'on rencontre.
Sinon, on va en montagne que pour des accidents, et la montagne, c'est pas ça. La montagne, c'est avant tout des grands plaisirs, en alpinisme, en escalade ou en ski, et il faut y aller plus pour vivre ces choses-là. Donc on rappelle Chamonix-Langtangle aux éditions du Mont Blanc. Il y en a peut-être un autre, pourquoi pas, en préparation. Ça vous a plu l'écriture? Alors l'écriture, c'est très ancien, ça fait un moment, il y a d'autres choses en préparation. Pas sous la forme d'un livre, mais il y a d'autres choses. Très bien. Eh ben, on aura l'occasion de vous recevoir de nouveau sur ce plateau. Merci beaucoup, à vous. Pierre, d'avoir été avec nous. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie et je vais Merci. recevoir mon prochain invité. On va parler des 60 ans de l'AOP du Reblochon. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Jérôme Buffet, vous êtes président du syndicat interprofessionnel du Reblochon. Oui. Je ne me trompe pas. 60 ans d'AOP. Alors déjà, on va rappeler rapidement un AOP, qu'est-ce que c'est? Donc une AOP, c'est une appellation d'origine protégée. Donc c'est un signe européen qui définit un produit, un terroir, une zone de production et des cahiers des charges qui sont derrière. Alors justement, le cahier des charges, on va en parler, c'est très précis pour le Reblochon. Qu'est-ce qu'il faut dans ce cahier des charges pour qu'on ait un vrai Reblochon? Les cahiers des charges, c'est déjà une notion de territoire qui est la définition du terroir. Derrière ça, c'est des races de vaches. Et derrière, une alimentation qui est très définie, très précise dans le cahier des charges. C'est beaucoup de contraintes, du coup, pour les producteurs? C'est des contraintes, c'est des contraintes qui sont, oui, certes des contraintes, mais il ne faut quand même pas oublier que derrière ce cahier des charges et derrière cet AOP Reblochon ou Reblochon de Savoie, c'est quand même une valorisation du produit et du lait qui fait que d'une contrainte, on est derrière, quand on voit ce qui peut se passer derrière, c'est quand même une grande chance. Et il ne faut quand même pas oublier aussi, c'est que ce cahier des charges, il a été défini et construit par les producteurs eux-mêmes. Quelle importance justement ça a, cet AOP? Pour le Reblochon, quelle chance d'avoir cette AOP? La chance d'avoir cette AOP, c'est qu'aujourd'hui, on est capable, dans un territoire difficile, qui est la zone montagneuse de la Haute-Savoie et une petite enclave dans le Val d'Arly en Savoie, de pouvoir maintenir une économie agricole, mais derrière cette économie agricole, c'est toute une économie de territoire et d'économie qui est là derrière cette AOP. Donc ça, il faut quand même le reconnaître quand même que c'est une grande chance quand on peut essayer de comparer à d'autres secteurs montagneux de la France ou même en Europe. C'est combien de producteurs de Reblochon? Donc le Reblochon, aujourd'hui, l'AOP Reblochon représente ces 600 producteurs de lait qui, eux, livrent à des coopératives ou à des fromageries, 130 producteurs de Reblochon fermiers, et à côté de ça, donc, c'est 18 ateliers de fabrication et une douzaine d'affineurs qui finissent d'affiner le fromage et de le mettre à commercialisation. Donc effectivement, ça fait travailler beaucoup de monde. Comment elle se porte, la filiale? On parle beaucoup des agriculteurs qui ont beaucoup de mal. La filière Reblochon, comment elle se porte? La filière Reblochon se comporte bien, même si tout n'est pas gagné. Et il y a quand même encore des combats aujourd'hui qui sont réguliers. Le combat de l'économie, c'est clair qu'il est, on en a parlé avec la valorisation. Mais le gros combat aujourd'hui de la filière Reblochon reste le foncier et la transmission de nos exploitations pour pouvoir perdurer aujourd'hui, avoir d'autres opérateurs dans les générations futures. Parce que c'est dur justement de passer la main. On a du mal à trouver des jeunes producteurs de Reblochon. Aujourd'hui, on est quand même dans une production où nous sommes quand même assez fiers de la pyramide des âges qu'il peut y avoir dans la filière Reblochon, mais néanmoins, aujourd'hui, il faut quand même avoir dans la tête que 40% du lait est fait par des gens qui ont plus de 50 ans. 50 ans, ce n'est pas une finalité, mais néanmoins, c'est quand même un âge à partir de 50-55 ans où il faut commencer à pouvoir parler un peu de ce qu'on appelle chez nous transmission des exploitations. Et ce n'est pas quelque chose de très facile. Qu'est-ce qui rebute aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, on parlait du foncier, c'est un enjeu important? Le foncier est un enjeu très important pour notre AOP. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on est dans un département où on a une chance d'avoir une dynamique et de population et d'économie aussi, mais qui fait qu'il faut qu'on ait une notion de partage du territoire aujourd'hui. Et cette notion-là, il est clair qu'il faut vraiment qu'on aille vraiment dans ce sens-là pour pouvoir préserver nos hectares, parce que nos hectares correspondent directement, qui sont liés à notre cahier des charges, parce que notre AOP n'est pas délocalisable. Et donc chaque fois qu'on perd un hectare, on perd des litres de lait derrière. La qualité de l'eau aussi?
La qualité de l'eau, donc, c'est un enjeu. Pourquoi? Parce que l'eau est l'intrant principal en production laitière et notamment aussi en production de reblochon. La qualité de l'eau, oui, on a besoin et d'une quantité d'eau, d'une réserve d'eau pour et les vaches et la fabrication et la qualité. Et la qualité vient directement derrière ce qu'on appelle nous aujourd'hui, ce qu'on peut dire quand même que ce foncier qui se raréfie et cette pression foncière, chaque fois qu'on bétonne ou qu'on goudronne des hectares, on n'a plus d'infiltration, donc on perd et en quantité et en qualité d'eau. Alors on va parler aussi, il y a 2 pastilles, la rouge, la verte, Oui. c'est quoi la différence? Donc la pastille verte, c'est le reblochon fermier, donc un reblochon qui est fabriqué dans les fermes, donc 2 fois par jour, juste après la traite, qui est issu du lait d'un seul troupeau. Et la pastille rouge, donc, est un reblochon laitier. Donc c'est un reblochon qui est fabriqué à base de lait de plusieurs exploitations, donc d'un lait de mélange fabriqué qu'une fois par jour dans des ateliers coopératifs ou des fromageries. Aujourd'hui, le reblochon, c'est l'identité aussi de nos départements. Tout à fait, j'espère que c'est l'identité. On n'est pas les seuls fromages à être l'identité. On est aujourd'hui le plus gros volume, c'est un fait. Mais derrière tout ça, c'est quand même un territoire pour moi et qui est à mettre en valeur et des hommes. Quoi. Parce que le reblochon sans le territoire ni les hommes n'est plus du reblochon. C'est aussi un fromage qui peut s'inviter aux grandes tables. Tout à fait. C'est un fromage sur lequel qui s'est toujours invité aux grandes tables depuis longue date. Il ne faut pas oublier quand même que le syndicat du reblochon a été monté au départ en 1958 par le regroupement de gens qu'on appelle chez nous des affineurs, qui sont des gens qui finissent l'affinage et qui mettent en avant dans le commerce le reblochon. Et c'est eux qui, pour encadrer toutes ces choses-là, pour essayer de garder quand même ce reblochon dans nos secteurs, ont essayé de monter ce syndicat parce que c'était eux les premiers à exporter ce fromage sur la région parisienne. C'est ça, c'est important ce travail entre les producteurs et les restaurateurs. C'est pour justement mettre en avant auprès des clients ce reblochon. Tout à fait. De toute façon, cet ancrage du territoire, cette production qui est non délocalisable, fait que les ambassadeurs du territoire aujourd'hui, il faut quand même être conscient que ça restera les meilleurs ambassadeurs, les gens et les restaurateurs du territoire aujourd'hui, de mettre en avant ce produit parce que c'est un produit phare et qui aujourd'hui, avec le cahier des charges et l'entrain qu'il y a derrière, peuvent dire que c'est quand même un fromage sur lequel ils sont sûrs de trouver une qualité. Puis là, c'est les vacances scolaires, donc il y a du monde en station. Tout le monde repart tous les touristes repartent avec leur reblochon quasiment. Ou ils en mangent au moins un pendant leurs vacances. Bah, c'est l'objectif. J'espère que voilà, c'est un peu quand même ce qu'on essaye de tisser aujourd'hui et avec la population locale et avec Savoie Mont Blanc Tourisme. D'être aujourd'hui que les gens du territoire soient les meilleurs ambassadeurs, mais les vacanciers qui viennent chez nous sont obligés d'avoir entendu parler de reblochon avant leur fin de séjour. C'est obligatoire, on en est sûr. Donc on a dit les 60 ans, du coup il y a des festivités, des choses qui sont prévues pendant cette année? Donc l'année 2018 sera jalonnée d'événements pour la 60e année, mais ça restera aujourd'hui des événements qui sont internes aujourd'hui à la filière, parce que nous, les 60 ans sont plutôt un alibi pour pouvoir communiquer dessus que de faire des événements festifs autour du reblochon. Sachant que les événements festifs aujourd'hui sur les fromages savoyards sont faits autour d'une association qu'on appelle l'AFTAL qui regroupe les fromages sous signe de qualité AOP et IGP. Et donc cette année, en même temps que les 60 ans de l'AOP Reblochon, il y a les 50 ans de l'AOP Beaufort. Aussi. Et donc la fête du reblochon, la fête des fromages, aujourd'hui, cette année, parce que ça tourne, sera sur le territoire du Beaufort, au col des Saisies. Eh bien, on a de quoi se régaler toute l'année avec le reblochon, le Beaufort, vous l'avez dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis bon anniversaire et puis vive le reblochon, j'ai envie de dire. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de saison pour le reblochon. Il n'y a pas de saison pour le reblochon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors on continue, je vous en prie, vous pouvez repartir en régie. Avant de recevoir Fanette pour les titres du JT, on va faire un petit point sur les webcams. Il y en a 2 aujourd'hui puisqu'on n'en a pas fait toute la semaine. On débute du côté de Valfréjus avec cette webcam. Toutes les remontées mécaniques sont ouvertes. Il y a quelques pistes fermées, mais en général la qualité de la neige et la quantité de neige est surtout très bonne. Demain il y a de la pluie et de la neige attendue, donc il faudra faire attention.
Ensuite, on file du côté du Val d'Abondance en Haute-Savoie. Toutes les remontées mécaniques, là aussi, sont ouvertes. Une seule piste fermée. Là aussi, pluie et neige sont attendues demain matin et couvert l'après-midi. Donc, il faudra quand même encore profiter pour les touristes qui s'en vont demain avant l'arrivée des Parisiens. Et qu'il y ait trop de monde sur les pistes, il faut en profiter demain, même s'il ne fait pas beau, n'est-ce pas? Ils arrivent samedi? Ils arrivent samedi, ouais, je crois. Il me semble. Bah oui, il va bien falloir qu'ils arrivent à un moment donné. On n'y échappera pas, Fanette. Nous ont rejoint sur Facebook pour la fin de cette émission. Il y a beaucoup de monde qui est venu regarder. Je pense que c'est le reblochon. C'est le reblochon, ça marche toujours. On le a même reblochon. Loïc Hervé qui nous a rejoint, sénateur de Haute-Savoie. Haute-Savoie, voilà, c'est ça qui nous a rejoint. Donc les titres du JT, Fanette, on commence du côté de Chambéry avec l'ancien hôpital. Oui, l'ancien hôpital qui est en pleine déconstruction, même grignotage. Ce sont ces pelles immenses là qu'on voit qui font plus de 40 mètres et de plus de 120 tonnes qui sont en train de grignoter le bâtiment. Ça a commencé lundi, ça va s'étendre sur plusieurs mois, donc on a été faire un petit tour. Et puis la police de proximité, ça y est, arrive. Voilà, elle arrive, elle s'installe doucement. Là, c'était du côté de la gendarmerie de Douvaine. C'est Emmanuel Jaude qui a suivi cette brigade. Et donc l'idée, c'est de renouer le lien avec les habitants pour gagner en proximité. Donc on va voir ce que ça donne. Merci beaucoup Fanette, on se retrouve tout de suite pour le JT. Et puis demain, sur ce canapé, je recevrai Patrick Mignonal, député de La République En Marche. Il sera donc sur notre plateau pour évoquer l'actu politique. Patrice Terre viendra nous parler de son site Les Recommandables. Et comme chaque vendredi, Camille viendra nous donner tous ses bons plans sortis pour le week-end. Donc tout de suite, le JT avec Fanette. Et moi, je vous retrouve demain dès 18h. Bonne soirée.